Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin professionnel qui les fait kiffer et oser se réinventer en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je te partage un subtil mélange de connaissance de soi, de boost de confiance et de découverte de nouveaux concepts. Ici, on aborde de vrais sujets de vie, pour notre épanouissement professionnel et au-delà, pour nous, les femmes modernes, parfois débordées et souvent en quête de sens. Allez viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je reçois Célia, une femme multipotentielle et multipassionnée, qui me confie être partie à la découverte de soi pour enfin trouver ce qui la faisait vibrer. Aujourd'hui, elle est coach holistique, qu'elle explique comme coach de vie et santé. Elle accompagne les femmes à tomber amoureuses de soi et de leur vie, à travers notamment la gestion des émotions et la confiance en soi. Elle nous raconte ses choix, son parcours et la manière dont aujourd'hui, elle kiffe la vie en propageant le bien-être. Elle nous livre d'ailleurs de précieux conseils dans cet épisode. J'aime bien dire que justement, tout commence par un rêve et que l'on est capable de se réinventer pour notre vie professionnelle et au-delà. Peux-tu nous dire quel est le tien de rêve, Célia ? Oui, alors mon rêve, je crois que je peux le résumer en disant que cette bonne humeur que je ressens au fond de moi, que j'ai envie de transmettre aux autres, eh bien, j'ai envie que les autres aussi se disent que c'est possible d'avoir une vie où on se sent bien la majeure partie du temps, où on sent que malgré tous les challenges qu'on peut rencontrer dans la vie, on peut choisir de les aborder du mieux possible avec une énergie vraiment, tu vois, positive. Donc, voilà, c'est cette vision que je vois, la façon dont je vois les choses. Mon rêve, c'est de pouvoir la transmettre à un maximum de femmes et qu'elles se sentent, eh bien, maîtres, en fait, de leur vie. C'est beau et c'est rempli d'émotions et je pense que c'est très proche de ce que tu fais aujourd'hui, de qui tu es. Et du coup, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? La façon dont je me définis le plus aujourd'hui, c'est une exploratrice des mondes intérieurs parce que, eh bien, c'est vraiment ça, c'est aller chercher au plus profond de soi, découvrir toutes ces terres inconnues et se rendre compte qu'on n'a pas à avoir peur d'aller découvrir cet inconnu parce que c'est ce qui va nous permettre d'être encore plus nous-mêmes. Donc, c'est vraiment ça le côté exploratrice. Et ce côté exploratrice, il est venu pas tout de suite parce que d'abord, je me souviens du jour où j'ai créé mon blog. C'était il y a 11 ans maintenant. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai envie d'ouvrir un blog, je vais parler de mode. C'était ça au début. J'aimais beaucoup tout ce qui était outfit du jour, tu sais, ce genre de choses à l'époque. C'était un peu ça. Et puis, rapidement, en fait, je me suis rendu compte que mon blog, j'avais pas envie de juste parler de ça. C'était une façon de me découvrir moi-même, mais je l'avais pas compris encore à ce moment-là. Le fait de voir mon image, de me chercher au niveau de mon style vestimentaire, tu vois. Et en faisant ce blog, je me suis rendu compte que ça m'a ouverte à cette exploration de mes différents centres parce que je suis multipotentielle. Donc, j'ai beaucoup de passion, de centres d'intérêt, je suis curieuse. Et ça a été un support pour finalement me découvrir. Et de la mode, je suis passée à parler de cuisine, de voyage. Donc, le blog est devenu un blog à un moment donné plutôt lifestyle où je parlais de tout. Puis je l'ai recentré vraiment sur le voyage. Je me suis dit, bon, tu t'éparpilles un peu trop. Essaie de trouver un thème. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas cette personne qui ne peut parler que d'un thème. Et c'est là que j'ai vraiment assumé ce côté multipotentiel. C'est OK, en fait. Il y en a qui sont à fond sur un thème, il y en a qui sont intéressés par plein de choses et il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux continuer encore à explorer tout ça. Donc, c'est vraiment ce côté exploratrice dans tous les aspects que ça ouvre. Et du voyage, donc vraiment le voyage dans le sens premier du terme, me rendant compte que je ne pouvais pas parler que de voyage, de destination, même si j'aime beaucoup. J'ai réouvert le blog ensuite à l'art culinaire, donc c'était le voyage par les sens, par les papilles. Et après, j'ai ouvert une catégorie voyage intérieur. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, vraiment, je comprends que mon chemin, c'est de comprendre vraiment qui je suis, quels sont mes talents et comment je peux faire en sorte que ça puisse aider les autres. Et c'est de là que, eh bien, je suis devenue coach
après tout ce cheminement, toute cette exploration intérieure, où j'ai décidé de vraiment aider les femmes qui étaient aussi à un croisé des chemins en se disant, ben voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je ne me retrouve pas dans des aspects de ma vie et j'ai envie de découvrir qui je suis pour vraiment m'autoriser à être cette personne-là et puis faire ce que je veux vraiment faire. Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, tu vois? Voilà qui je suis. Et puis, ce que je fais, c'est vraiment d'accompagner maintenant les femmes à s'épanouir dans leur vie, à s'accepter elles-mêmes, parce que tout part de là. Donc, c'est vraiment rentrer dans un profond amour de soi pour s'autoriser à être soi-même et à faire ce qu'on aime. Quelle belle présentation et ça résonne beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, tu évoques le fait que tu es coach holistique. Ça englobe beaucoup de choses. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent et qui entendent ce mot peut-être pour la première fois, ce que ça englobe en tout cas pour toi et les domaines sur lesquels tu agis aujourd'hui? Oui, 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 ça n'a pas été facile de choisir un mot pour décrire mon activité, mais j'aime bien le terme holistique quand même, parce que aujourd'hui, c'est vrai que pour l'activité, je décris comme du coaching de vie et de santé holistique. Coaching de vie, c'est vraiment pour l'aspect, c'est ça, retour vers soi-même, l'acceptation de soi, l'amour de soi, l'image de soi. Le côté santé, c'est parce que j'accompagne beaucoup aussi dans le retour à la santé de façon naturelle. Hein. Et le côté holistique, c'est vraiment parce que c'est une approche globale. En fait. Holistique, c'est vraiment considérer qu'on est un être multidimensionnel, on a un corps, on a un esprit, pour moi, on est vraiment une âme incarnée dans un corps, en fait, avec un esprit. Et pour moi, l'esprit, c'est la partie consciente, donc la conscience qui est l'aspect émergé de l'iceberg et le subconscient. Une fois qu'on a conscience de tous ces aspects de soi, on se rend bien compte que pour que tout soit équilibré, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner la personne dans toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que le terme holistique, il est important pour moi, qu'on prenne en compte toute la personne dans tous ses aspects. Et en parlant justement de tous ces aspects, tu nous as expliqué un petit peu ton cheminement, par quoi où tu es passé, le chemin qui t'a amené là où tu en es. Et tu as évoqué que tu as commencé par se questionner sur qui tu étais pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Du coup, moi, c'est ce que j'appelle être une happy réinventeuse de sa vie. Est-ce que tu peux nous dire aussi, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de sortir des sentiers battus et pas forcément choisir de rentrer dans une case, de suivre le chemin du salariat, comme c'est un petit peu la norme de la société de nos jours? C'est vraiment parce que j'ai d'abord essayé une voie plus classique, tout simplement pour m'insérer dans la vie professionnelle, après avoir fait des études, plusieurs études différentes d'ailleurs, pour déjà me trouver d'un point de vue professionnel. Et puis, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, mais il y avait toujours cette petite voix intérieure où je sentais bien que j'étais pas à ma place. Quand bien même j'étais sur un job qui aurait pu m'ouvrir des portes, je me rendais bien compte que je ne me voyais pas en fait sur le long terme. J'avais l'impression c'est comme si j'étais à côté de moi-même, tu vois. Et donc, il y avait toujours au final cette impulsion qui venait me dire, mais non, tu peux pas rester là, parce que si tu pars pas maintenant, alors que ça fait pas trop longtemps que tu es là, je suis jamais restée plus de 2 ans dans une société, plus tu vas rester, plus ça va être difficile de partir en fait. Plus tu vas te perdre dans quelque chose qui n'est pas toi. Donc, continue d'aller à la poursuite de ce qui vraiment te plaît. C'est vraiment vital pour moi. Et donc, après avoir tenté plusieurs formations et avoir tenté plusieurs postes ou d'avoir beaucoup recherché du travail aussi, j'ai eu beaucoup de déceptions sur les postes qu'on me proposait par rapport aux études et aux diplômes que j'avais pu passer. Je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Si ça ne fonctionne pas de cette manière, il faut que tu changes de manière. Donc, il y a eu ce moment où dans ma tête, j'ai décidé que non, là, il fallait du changement, il fallait faire les choses autrement, il fallait que je parte là où j'étais, même si je ne savais pas exactement ce que je voulais. C'était ça le plus difficile. C'était, je sais ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas exactement ce que je veux, mais il faut que j'y aille quand même. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été vraiment responsable, lui dire que je ne pourrais pas rester plus longtemps et que je le prévenais en début d'année pour que les choses se passent du mieux possible. C'est ce qui s'est passé, pour laisser le temps aussi de préparer la suite de mon départ et puis que de mon côté aussi, je me prépare. Et j'ai tout simplement décidé de quitter le monde du salariat pour me trouver. Et même si je ne savais pas exactement ce que je voulais, je savais quand même que c'était le domaine du bien-être, que je voulais être dans l'accompagnement, qu'après tout ce que j'avais vécu, j'avais
cette envie d'aider aussi celles qui se cherchent. Et puis, j'ai repris des formations, j'ai continué d'aller à tâtons, en fait, petit à petit, jusqu'à ce que les choses s'éclaircissent. Et justement, dans ta réinvention, dans ton parcours, tu disais que tu avais l'impression d'être éteinte et de pas être à ta place. Et on dit que quitter sa zone de confort et entreprendre, c'est un peu comme sauter dans le vide sans parachute. Quelle a été, toi, ta plus grande peur quand tu as quitté ton job de salarié fixe et comment tu as géré cette prise de risque? Ma plus grande peur, c'était vraiment de pas me trouver au final. Je me disais: «Bon, OK, je vais finalement me donner l'opportunité de réfléchir à qui je suis et ce que je veux faire, H24» entre guillemets. Mais et si tu trouves pas? Et si tout ça, ça échoue encore entre guillemets? C'est ça, c'est la peur de se dire: «Mais où est-ce que ça va me mener?» C'est vraiment la peur de l'inconnu. La façon dont je le voyais au final, c'était: «Bon, écoute, même si tu as peur de cet inconnu, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui fait que tu n'es pas heureuse, tu ne te sens pas à ta place. Donc soit tu continues à faire ce que tu fais jusqu'à présent, qui sont des choix plutôt par défaut ou des choix un peu par la raison, soit tu fais vraiment le grand saut et puis tu as pas de risque d'être plus déçue que tu l'es déjà par d'autres, fois. Donc vas-y à fond et tu vas forcément apprendre. C'est ça qui m'a rassurée, c'est de me dire: «Dans tous les cas, je vais apprendre. C'est une expérience, comme j'en ai eu d'autres et j'ai rebondi à chaque expérience», tu vois? Et je crois que c'est ça qui fait, en fait, le muscle. C'est comme un espèce de muscle, cette confiance que tu peux développer en toi petit à petit. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait des choix un peu audacieux, comme par exemple un choix qui a été, audacieux dans mon parcours, dans mes études, c'est de faire mon master en anglais, alors que j'avais arrêté, les études depuis plusieurs années et je pratiquais pas l'anglais et donc ça a été un grand choix et puis je m'en suis rendu compte que j'étais capable. Donc je me suis dit: «Là, tu vas faire un autre choix qui est aussi un choix important et puis tu vas en retirer quelque chose» et tu t'en es toujours sorti jusqu'à présent. Si vraiment ça fonctionne pas, rien ne t'empêche de, on va dire, prendre une bouée de sauvetage. Bon, un boulot encore, mais va au bout de ton rêve. Parce que je veux surtout pas me retrouver au bout de ma vie, au crépuscule de ma vie et me dire: «Non, j'ai le regret de pas avoir essayé». Je préfère avoir le regret d'avoir essayé et que ça a pas fonctionné. C'est un beau partage que tu fais et c'est étonnant parce que tu parles de la peur de pas réussir à te trouver, alors que si j'ai bien compris quand tu as fait ta première réinvention professionnelle, tu étais déjà maman et il y a beaucoup de mamans qui vont nous écouter et qui se sentent peut-être pas bien dans leur poste, etc. et qui ont souvent la peur financière d'avoir un enfant à charge, qu'elle soit seule ou accompagnée. C'est quand même une peur qui est très présente. Comment tu as géré, toi, cette partie de peur financière? Est-ce que ça a été là? Est-ce que tu as des astuces pour que ça ne soit pas là? Est-ce que tu peux partager? Oui, 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 oui. La peur financière, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois parce que j'ai déjà eu d'autres longues périodes de chômage et c'est vrai que se retrouver dans comme ça, à devoir faire attention à tout, à dépenser le moins possible, se dire: «Bon, on verra, on vivra des jours meilleurs», c'est pas facile et à chaque fois, je me disais: «Mais je peux pas remettre, ma vie entre les mains de ce problème-là». Aussi important soit-il et aussi anxiogène soit-il, la peur du lendemain, est-ce que je vais pouvoir me payer les factures? Je me disais: «Ma vie ne peut pas se résumer à ça». Donc c'était vraiment comment je mets les choses en perspective et puis se dire que non, je peux pas être venue sur terre pour que ma vie se résume à: je me lève pour payer mes factures, en fait. Il y a autre chose, il y a plus que ça. Il faut que je comprenne, il faut que je trouve, tu vois? Donc c'était des questions existentielles sur la nature profonde, en fait, de pourquoi je suis là, qui faisait que ça prenait le dessus sur des aspects matériels, même si, eh bien, il faut trouver les solutions pour les aspects matériels. Mais j'ai toujours eu du soutien. Donc je me disais: «Si je suis dans le juste et que je fais ce qui semble être bon pour mon cœur, alors j'aurai toujours le soutien d'une manière ou d'une autre. L'univers ne va pas me laisser tomber. Les personnes qui m'aiment ne vont pas me laisser tomber. Donc je ne suis pas si seule que ça. Peut-être je ne peux pas faire tout moi-même pour l'instant, j'accepte l'aide qu'on peut m'apporter. Donc
C'est aussi ça, je pense que beaucoup de mamans ont à surmonter, c'est peut-être la honte de ne pas, au départ, réussir à tout faire toute seule. Elles veulent tout gérer toutes seules, surtout si c'est des mamans solo et accepter de l'aide qui peut venir des fois de personnes qu'on s'attend pas. Donc c'est se dire qu'en fait, c'est accepter que cette aide-là, c'est une façon de s'aimer soi-même, de dire: «Oui, je n'ai pas à faire tout toute seule. Si telle personne peut m'aider de ma famille ou pas, je l'accepte et je me rends compte que je peux parler de mon projet, je peux parler de mes rêves et plus je vais en parler, plus les opportunités vont venir d'elles-mêmes. Par contre, je fais toujours attention dans mon discours que ça soit bien compris dans ce n'est pas par exemple parce que moi je suis partie et que j'ai senti que je pouvais gérer, on va dire, ce risque, que tout le monde doit le faire. Il faut vraiment sentir si on est en capacité de gérer cette pression, ce risque-là. Il y a des personnes qui ont une appétence plus ou moins importante pour le risque. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent faire de la bourse et d'autres non, par exemple. Donc, ou il y en a qui vont prendre de plus grands risques en bourse que d'autres. Donc, chacun est différent, chacun est unique. Si on se sent prêt à faire le grand saut et qu'on a cette foi que les opportunités seront là, le soutien sera là, alors OK. Mais si on a une appétence au risque un peu plus petite, c'est OK aussi d'avoir plus de garde-fous, de prendre plus de temps, de mettre peut-être plus d'argent de côté. Chacun va, tu vois, jauger pour ne pas se retrouver dans une situation trop inconfortable sur la gestion du stress. Ça, c'est très important. Tu parles de cette appétence au risque. Comment on fait pour savoir si on l'a jamais fait? Est-ce qu'on va pouvoir gérer le risque? Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça? Eh bien, je pense que ce qui peut vraiment aider au départ, c'est d'être plutôt dans le questionnement par rapport à son projet. Parce que plus le projet va s'éclaircir, plus on va avoir de l'énergie qui va vraiment s'allumer en nous. Donc, au départ, ça peut être de s'inspirer de personnes qui ont accompli ce qu'on souhaite accomplir. Ça peut être lire des livres, des biographies, écouter donc des podcasts comme aujourd'hui, pour voir, pour comprendre un peu par où sont passées ces personnes-là. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent avec l'histoire de la personne? Petit à petit, je pense qu'il y a des déblocages qui se font. Il y a des prises de conscience qui se font, qui permettent de diminuer cette sensation de peur et de résistance, tu vois? Parce que la peur, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vient du futur. Ça n'existe pas dans le moment présent. Quand on est là, dans l'instant présent, qu'on est bien, on est là, on est présent, on est en vie, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La peur vient à partir du moment où on se raconte une histoire où la fin est plus ou moins sympathique. C'est vraiment un dialogue avec soi-même. Donc on peut aussi très bien changer cette histoire. Pourquoi cette histoire doit forcément finir de manière négative? Ok, maintenant imaginons une histoire plus positive. Donc c'est surtout ça aussi, ce qui fait que l'appétence au risque augmente. C'est comment je me parle à moi-même et comment je vois chaque situation. Et si j'ai peur d'échouer, est-ce que je vais vraiment échouer? Est-ce que ce sera pas plutôt une nouvelle expérience qui peut m'apprendre des choses pour que la prochaine fois, je fasse autrement? C'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup le mindset. Et du coup, tu parlais de personnes qui t'ont aidé, qui t'ont entouré, qui t'ont peut-être guidé dans ton parcours. Est-ce que tu as des livres à recommander ou des podcasts ou des personnes que tu souhaites mettre à l'honneur aujourd'hui par rapport à ton parcours, justement? Les premiers livres que j'ai lus qui m'ont ouvert au monde du développement personnel, ce sont des livres comme par exemple Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué sur l'intelligence financière en fait. Et sur les choix les plus importants qu'on va faire, ça peut vraiment faire qu'on va de plus en plus s'embourber dans la situation ou alors, au contraire, de plus en plus faire prospérer les choses. Dans les premiers livres que j'ai lus aussi, il y a eu Miracle Morning de Ad Elrod qui m'a ouvert sur le fait que les premières choses qu'on fait le matin, en fait, dans sa journée, ça détermine le reste de sa journée. Donc, si on prend du temps pour soi, peu importe ce que c'est que le temps qu'on prend, mais si on commence la journée en étant déjà dans le speed, dans le stress, on se lève au dernier moment, on commence la journée qui n'est peut-être pas de la meilleure des façons au niveau énergétique, alors que si on pose vraiment un temps pour faire ce qu'on aime, pour prendre soin de soi, le reste de la journée sera différent. Et si chaque journée, on la commence de la meilleure façon qui soit, ça veut dire qu'on va passer des meilleures semaines, ça veut dire qu'on va passer des meilleurs mois, ça veut dire qu'on va passer des meilleures années. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce livre. Une autre étape
qui a vraiment, vraiment été importante dans mon développement personnel, c'est quand j'ai commencé à faire les masterclass de Mind Valley, qui sont donc à chaque fois gratuites. Et après, si on veut aller plus loin, on peut faire le programme payant. Donc, j'ai commencé à regarder les masterclass gratuites qui sont vraiment déjà d'une grande qualité, qui donnent vraiment des exemples concrets. Et puis, un jour, j'ai eu une pub qui est passée. C'était au moment du confinement. Et ça m'a tellement parlé que j'ai dit, bon, OK, cette fois-ci, je prends le programme payant. J'ai quand même regardé la masterclass. Et après la masterclass, j'ai pris le programme. Et à partir de là, cette quête a été révélatrice. C'était la quête du fondateur, en plus, Vishen Lakhiani. Soyez extraordinaire. Cette quête-là m'a tellement plu. J'étais tellement à fond dedans. J'ai participé parce qu'il y a une partie où donc on rentre dans une communauté, on échange avec les gens qui sont aussi étudiants sur la même quête. Une quête, c'est un programme personnel, en fait, hein, et Mind Valley appelle ça une quête. Que je suis devenue ambassadrice pour Mind Valley. Et à partir de là, j'ai pu lâcher. J'ai fait plein de programmes de développement personnel avec Mind Valley. Donc, ça peut être avec Mind Valley comme avec d'autres, hein, mais je recommande qu'en fait, à un moment donné, on va lire des livres et puis quand on va sentir que c'est le bon moment, on va commencer à investir, en fait. À un moment donné, ça suit un peu l'évolution, tu vois. J'ai aussi beaucoup, avant de franchir le pas d'investir vraiment de l'argent, j'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube. En fait, je tapais des choses, tu vois, un peu comme tu taperais sur Google, et je regardais les vidéos qui se présentaient, des personnes qui m'intéressaient. Ça pouvait être des yogis, des Lilou Massé aussi, j'aime bien sa chaîne, ou des médiums. Il y avait la chaîne aussi de Julight. Et puis tout ça, ça m'a nourri. J'ai écouté. Il y avait aussi Mesaël que j'ai beaucoup écouté. Donc c'est ça que je recommanderais, c'est que chaque personne va accrocher avec différentes personnes et ça sera les bonnes personnes à un moment donné à écouter. Donc vraiment quand on est dans le flou, parce que j'ai vraiment été dans le flou à une période, mais c'est ça, c'est écouter, lire, vraiment être dans le recevoir. Même des discussions avec d'autres personnes, si l'entourage, poser des questions, voir la vision des gens. Après, tu vois si ça donne quelque chose ou pas, hein, parce que des fois, l'entourage, bon, ils peuvent être plutôt dans une vision négative s'ils sont pas trop tu vois, dans cette ouverture-là, sur la recherche de soi. Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais dans tous les cas, avoir cette curiosité comme un enfant, d'aller explorer terre inconnue. J'aime beaucoup dire ça. Bienvenue en terre inconnue avec Célia. Parler justement de l'entourage, tu faisais le pont entre voilà, des personnes qui t'inspirent et que j'ai l'impression que tu allais chercher à l'extérieur de ton cercle, de ton entourage proche. Et quand on se reconvertit, quand on est en réinvention professionnelle, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'entourage qui peut-être ne comprend pas notre démarche. Comment t'as géré ça justement toi? L'entourage aussi va projeter des peurs. Ça peut être les propres peurs de la personne parce qu'elle ne se verrait pas, par exemple, faire ce qu'on fait. Le fait de, par exemple, quitter son emploi, ça serait trop anxiogène pour elle, mais peut-être parce que voilà, elle n'est pas passée par toutes ces étapes de questionnement. Donc, c'est faire déjà la distinction que ce que l'entourage va penser, ça sera forcément par rapport à leur propre filtre, leurs propres peurs et qui vont venir poser sur ce projet-là. Donc, si on ne fait pas attention à ça, effectivement, ça va venir nourrir nos propres peurs déjà présentes. Donc, bien faire attention à se protéger de ces projections-là sur notre personne pour que ça ne vienne pas nourrir nos propres peurs. C'est-à-dire que, OK, je comprends ce que tu me dis, je comprends tes inquiétudes. Ce sont tes peurs, en fait, à toi, que je ne partage pas forcément ou je n'ai pas besoin que tu viennes nourrir encore plus cela parce que je suis dans une démarche de me trouver ou d'avancer vers vraiment qui je suis. C'est important pour moi. Je pense qu'à partir du moment où les personnes comprennent à quel point notre démarche, c'est vraiment l'authenticité, c'est vraiment d'être soi-même, c'est de vivre sa vie, alors de dire ah oui, je comprends que c'est pas facile, donc bon, je te soutiens quand même parce que si la personne t'aime, elle va dire ah oui, là, c'est quand même beau ce que tu es en train de faire. Même si moi, je crois que j'aurais peut-être pas le courage de le faire, je peux que admirer le fait que tu le fasses. Donc, je crois que c'est vraiment une question de communication, hein. Aujourd'hui, tu es coach et tu nous dis que ta vocation, c'est d'aider les femmes de manière holistique à se sentir mieux et plus épanouies. Et tu as une actualité aujourd'hui, notamment une actualité où tu parles de comment être heureuse. Est-ce que pour aider les auditrices, en sachant que ta masterclass, elle sera passée, tu peux nous donner 1, 2 ou 3 conseils de comment être heureuse dans sa vie, quelle que soit, on va dire, qu'elle soit épanouie ou pas dans leur job actuellement, qu'elle traverse quelque chose peut-être d'éprouvant pour elle?
Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place? C'est la gratitude. C'est le fait d'être reconnaissante pour tout ce qu'il y a déjà dans notre vie et que on est reconnaissant de tout ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui, en cet instant présent, fait que je me sens reconnaissante? Et c'est lister ça. Et plus on le fait, plus on se sent béni en fait. Donc ça peut commencer par se dire si j'ai pas l'habitude, je vais le faire par exemple tous les soirs en me couchant. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié dans ma journée? Ou si c'était vraiment une journée compliquée, qu'est-ce que j'apprécie le plus dans ma vie? Et en se couchant comme ça sur une note positive, ça accompagne le sommeil pour avoir un bon sommeil réparateur plutôt que d'être dans des pensées de problèmes. Et donc de se réveiller le lendemain de bonne humeur. Première chose. Et plus j'ai pratiqué ça d'ailleurs, plus je me suis rendu compte qu'il y a des moments, donc quand je vivais vraiment quelque chose de très chouette, j'étais en mesure de me dire waouh, je suis en train de vivre un super moment. Alors qu'avant, je ne réalisais pas ça. Mais le fait d'avoir commencé à me lister des choses de je suis reconnaissante pour ci, pour ça, je finis par être reconnaissante en même temps que je vis la chose. Donc ça va développer ce bonheur dans l'instant présent. Parce que tu ne seras plus en train de te dire « je suis heureuse parce que ceci s'est passé dans le passé », justement. Je suis heureuse parce que ceci est en train de se passer dans le présent. Donc la gratitude est le deuxième élément dont je suis en train de parler. Plus je suis dans l'instant présent, au lieu de me préoccuper du futur potentiellement compliqué ou du passé qui ne me définit pas, parce que ce qui est passé et ça m'a appris des choses. Donc rester dans mon présent et qu'est-ce que je peux faire dans ce présent-là? Profiter. Donc ça, c'est le deuxième point, l'instant présent. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le livre « Le moment présent ». Et puis le troisième conseil que je pourrais donner, c'est d'apprendre à se pardonner. Parce qu'on a tendance à être pas très bienveillante envers soi-même. On est toujours plus facilement bienveillant envers les autres. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on est toujours dans la critique, dans le jugement. J'aurais pu faire comme ci, comme ça, et voilà. Donc c'est apprendre à être sa meilleure amie et se pardonner. Mais les choix qu'on fait pour soi-même, en général, l'intention de départ, c'est quand même pas de se faire du mal. Au départ, si on fait ce choix-là, c'est l'ego qui veut nous protéger, peut-être. Donc, c'est pour soit diminuer la souffrance, soit pour trouver du bonheur. Donc, la synthèse, c'est vraiment la gratitude, l'instant présent et le fait d'apprendre à se pardonner soi-même parce que une fois qu'on a compris le mécanisme pour se pardonner soi-même, on apprend aussi plus facilement à pardonner les autres. Du coup, se pardonner, on peut peut-être dire que c'est se dire oui. Dans ta réinvention professionnelle, tu as peut-être dit oui à certaines choses, mais tu as dû dire non à d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire ce à quoi peut-être tu as dû renoncer ou dire non? Oui, exactement. Quand on dit oui à certaines choses, on dit non à d'autres. Par exemple, j'ai appris à dire non dans le sens poser des limites, en fait. Dire non, je n'accepte plus qu'on me parle comme ça. Ce n'est pas parce que c'est mon N+1 ou mon N+2 que je dois accepter, en fait, ce rapport-là qui ne me semble pas sain, par exemple, dans la façon dont la personne s'adresse à moi. Donc ça, c'est non. Je n'accepte plus ça. Je n'accepte plus qu'on me dise, par exemple, que non, je n'ai pas ma place ou que je n'ai pas les compétences alors que je sais que je les ai, mais qu'on porte un jugement par rapport à mes expériences alors que moi, je sais que je suis capable de le faire. Donc, je n'accepte plus qu'on me sous-estime. Je n'accepte plus qu'on me juge par rapport à mon apparence parce qu'on n'apprécie pas comment je m'habille ou qu'on me juge trop jeune pour tel ou tel travail. C'est ça aussi. Ça, c'est vraiment des choses qui n'ont pas été faciles, pas venues du premier coup. Et comment on fait justement pour ne plus accepter concrètement? Comment tu mets en place? Parce que je pense que c'est quelque chose, se mettre des limites et tout ce que tu expliquais, ça va parler à beaucoup de femmes. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as un dialogue intérieur? Est-ce que tu as des astuces à nous partager? Oui, je pense que déjà, c'est d'identifier très concrètement les choses qu'on ne souhaite plus, auxquelles on dit non. Donc si, par exemple, on est dans des situations, si on prend le milieu du travail parce que c'est de ça que je parlais, qu'est-ce qui aujourd'hui me déplaît? Je vais lister tout ce qui aujourd'hui ne me convient pas et à la place, qu'est-ce que je souhaite? Parce que déjà, pour que ça puisse changer après de manière concrète dans notre vie, il faut déjà que ce soit très clair dans notre esprit pour nous-mêmes. C'est toujours, ça qu'il faut faire. Une fois qu'on est au clair, le fait d'être au clair avec ça et de se dire « Ok, moi maintenant, je décide que c'est comme ça qu'on me traite, comme ça que moi je me traite d'abord, donc les autres aussi, j'en attends la même chose. »
Donc, si on attend des autres qui se comportent comme ça avec nous, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique et dans notre façon de nous comporter, même si c'est subtil et que ça se voit pas tout de suite et que les choses ne vont peut-être pas changer du jour au lendemain. Donc, ça peut passer par des affirmations. Si on a besoin de reprogrammer un peu son subconscient pour se dire je suis une femme, je suis fière de mes talents, je suis fière de ceci, je suis fière de cela. C'est vraiment des affirmations positives qui peuvent aider. Et la visualisation aussi. Ça peut beaucoup aider. Visualiser la personne que l'on souhaite être, avec déjà toutes ces qualités que l'on souhaite développer. Ça peut beaucoup aider parce que là encore aussi, le cerveau, le fait de lui faire visualiser cela, il ne distingue pas si c'est une image mentale de si c'est la réalité. Donc plus on utilise la visualisation, plus c'est une réalité dans notre vie. Donc ça peut vraiment être des outils intéressants. Merci pour ces conseils. Si on revient aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté? Eh bien, c'est d'incarner de plus en plus chaque jour cette Célia, qui je suis moi, de partager ma vérité, partager ma joie de vivre et de sentir qu'il y a un écho qui se fait de plus en plus, que ça parle de plus en plus à des femmes aussi. C'est vraiment beaucoup de joie de sentir qu'on transmet, qu'on partage de la joie. Et du coup, quand on compare à fierté, on a tendance à comparer à échec. J'aime pas forcément ce mot et je pense que toi aussi, c'est pas un mot qui va te parler. Mais si on parle peut-être de déception, parce que quand on lance des projets, on se réinvente, c'est pas toujours tout rose. Il y a parfois des montagnes russes à gérer ou plutôt des déceptions. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose à ce niveau-là qui pourrait aider les auditrices? Comme je le disais, il y a le muscle de la confiance en soi, ça vient pas du jour au lendemain et on apprend à muscler tout ça. Les échecs font partie du succès. Si on regarde aujourd'hui les personnes qui ont vraiment réussi, comme je disais tout à l'heure quand tu m'as demandé quel était mon rêve, la vision que l'on a par rapport à un événement. Donc c'est à chaque fois qu'on a potentiellement un échec qui s'est présenté, qu'est-ce qu'on en fait nous de cet événement qui s'est passé dans notre vie? Moi, par exemple, c'était pas ma première expérience pour devenir entrepreneur. Il y a eu plein d'autres fois où j'ai essayé de monter des projets d'entrepreneur et où ça n'a pas du tout marché. Ça a commencé en même temps que j'ai fait mon BTS. Donc, c'était en 2010. Donc, depuis 2010, j'ai des expériences pour me lancer dans des projets pour devenir entrepreneur. Donc, ce projet-là de coach, de devenir coach, c'était un projet de plus, mais qui était soutenu par toutes les autres fois où ça n'a pas marché. Tout est une question de vision, de mindset, de comment je m'approprie cette expérience qui est en train d'arriver dans ma vie. Et cet échec-là, finalement, n'est peut-être pas un échec, c'était peut-être un apprentissage, j'avais peut-être besoin de passer par là. Et du coup, on a parlé de mindset. Est-ce que tu aurais une phrase fétiche inspirante ou un mantra qui t'a aidé sur ton chemin et que tu voudrais nous partager? Alors, il y a celle que je t'ai dit qui est que l'échec fait partie de la réussite pour moi. La chose la plus précieuse que chacun de nous ait à offrir est l'exemple de ce qu'il est. Nos propos peuvent donner plus de poids à notre exemple, tout comme nos pensées et nos actions. Mais la clé pour quiconque désire contribuer à élever ce monde est d'être très clair quant à l'exemple qu'on veut donner à chaque instant, puis d'incarner ce qu'on a choisi d'être. Donc, on va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. C'est là où on tord le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, le concept, c'est je commence une phrase et tu la finis en fait avec ta pensée, ce que tu penses, ce que tu veux. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que l'entrepreneuriat allait me demander d'autant encore aller chercher en moi des zones que je n'avais pas explorées. Ma plus grande peur, c'était de ne pas me trouver. J'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. J'ai tout gagné. Même si je suis une femme, maman super occupée, je prends du temps pour moi quand je fais ma routine matinale. Ah, cool! Justement, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? C'est les partages que je fais. Tu vois, comme là, ce qu'on est en train de faire, ça me rend heureuse en fait. Et toutes les personnes que je rencontre depuis que j'ai lancé c'est comme si j'avais lâché les chevaux, en fait. Et puis, je me découvre et je fais des super rencontres. Du coup, Happy, on l'a fait. Une habitude healthy de ta vie de femme, d'entrepreneur que tu veux nous partager? En ce moment, je suis à fond dans les smoothies. Vraiment, c'est une façon pour moi de déjà faire le plein pour mon corps en vitamines, nutriments, tout ça. Donc, des smoothies santé, méditation. Alors, c'est pas forcément tous les jours que je médite.
mais vraiment au moins 4 matins où je vais avoir médité en fait. C'est important, ça me permet de me concentrer sur quelque chose d'important pour moi, qui est la méditation qui revient très souvent le matin. Alors attends, avant je vais préciser que ma routine n'est pas forcément la même tous les matins parce qu'il y a des personnes qui arrivent à faire toujours la même chose. Moi, j'y arrive pas. Ça me ressemble pas. Et je voudrais dire que c'est OK. Que c'est OK de ne pas toujours faire la même chose. Parce qu'on peut culpabiliser, dire, ouais, mais il y a des gens, ils arrivent à faire la méditation et le machin et le truc et le bidule. Non. Le plus important, c'est de prendre du temps pour soi. OK, ça, c'est la routine matinale. Tous les matins, j'ai mon temps pour moi. Mais dans ce temps-là, c'est OK de ne pas toujours faire la même chose. Voilà, on répond à nos besoins du moment. Donc, ce qui revient le plus souvent, c'est le smoothie. Mais il y a des moments, j'aurais pas envie d'un smoothie et donc ça sera par exemple un bol de flocons d'avoine et c'est OK. Il y a la méditation, il y a les podcasts ou le fait de m'ouvrir à un sujet. Des fois, j'aime bien, tu vois, avoir un moment le matin. Je sais que ça va être un temps où je peux apprendre quelque chose de nouveau sur un sujet sur lequel je veux m'améliorer. Je vais bloquer un temps. Donc ça, c'est des choses qui reviennent le plus souvent. Et le journaling aussi. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des matins, tout ce que je vais faire, c'est écrire pour libérer mon cerveau. Et après, je me sentirai mieux. Merci pour ce partage d'habitude, Elsie. Je pense que ça va en aider beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus funky aujourd'hui dans ton quotidien ? Le plus funky pour moi, c'est le fait d'être digital nomade et de pouvoir continuer à avancer dans mes projets parce que je suis en train de développer un autre projet en plus aussi, ça fait vraiment partie des bonheurs et de pouvoir faire tout ça en n'étant pas forcément chez moi. Donc ça faisait partie de ma vision de vie, de pouvoir continuer de travailler tout en me déplaçant. Et du coup, alors, ça va peut-être résonner, mais qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais absolument pas faire dans ta vie d'avant ? Exactement. Le fait de devoir demander des congés à ma direction, j'en ai souffert, ouais, parce que j'ai loupé certains moments ou certaines choses que j'aurais pas voulu louper. Et maintenant, je peux vraiment prendre du temps pour être avec ma famille, être avec eux, les soutenir, tout en continuant de travailler, de faire ce que j'aime. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui et pourquoi des femmes viendraient te voir? Comment tu pourrais les aider? Alors, on peut me retrouver donc sur Instagram. Je partage beaucoup de choses sur Instagram. Sur ma page Facebook aussi, c'est la même chose que je partage sur mon compte Instagram. Donc, là où je suis le plus présente, c'est sur Insta parce qu'il y a aussi de mon quotidien dans les stories. On peut aussi me retrouver de manière plus approfondie dans ma newsletter où je partage un peu plus mes réflexions, ma vie de business maman, voilà. Les femmes qui pourraient avoir envie de venir à moi, je pense qu'elles auront en fait ressenti qu'il y a des choses qui ont résonné dans mon histoire, qui peuvent leur parler et qui sentiront que je peux peut-être être cette guide pour les aider à explorer ce qu'elles ont à explorer, pour retrouver cet amour d'elles-mêmes, leur dire que c'est tout à fait possible de tomber amoureuse de soi-même, qu'on n'a pas besoin des moins 5, moins 10 kilos pour s'aimer. Non, moi, j'apprends à s'aimer d'abord, même si on a ce désir peut-être de changer un aspect de son corps, etc. Si on le fait, c'est parce qu'on s'aime. On n'attend pas de faire ça pour s'aimer. Donc, c'est ça que j'apprends. C'est vraiment une transformation consciente, holistique, et où on va kiffer sur le parcours de la transformation. C'est pas seulement à la fin. Eh bien, on va se quitter sur ces beaux mots, Célia. Merci beaucoup pour cette approche et tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton podcast. Je suis super contente de faire partie des premières. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happylcfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.